bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo recommandation printanière. Au programme du coup, je vais vous parler de 9 livres et demi, vous allez voir pourquoi, qui sont absolument parfaits à découvrir durant la saison du printemps. Alors en soi vous pouvez les lire à tout moment de l'année bien évidemment, c'est juste que c'est des livres qui me paraissent plutôt en adéquation en fait avec la saison du printemps, donc tout ce qui est voilà, le beau temps qui revient, les good vibes, etc. etc. J'ai une petite liste de livres du coup à vous recommander et j'espère que ça vous plaira. Comme toujours, si vous voulez me soutenir dans mes vidéos, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera très plaisir. Vous pouvez aussi me laisser un petit emoji abeille pour le retour du printemps, abeille ou le pot de miel aussi, pourquoi pas. J'ai pas trop d'inspiration niveau emoji aujourd'hui. Sans trop tarder du coup, on va commencer et je sais ce que vous allez dire, vous allez râler par rapport au premier titre que je vais vous proposer, mais j'étais obligée de le présenter, enfin je veux dire... Voilà quoi, je ne pouvais pas passer à côté du premier tome de Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas pour la simple et bonne raison que la majorité du livre se passe à la cour du printemps. Voilà, ça me paraît évident du coup de le présenter. Alors après bien évidemment, j'avoue, je fais un peu de forcing parce que du coup c'est ma saga favorite au monde, donc si je peux en remettre une couche, j'y vais. Pour autant, le fait que ça se passe dans la cour du printemps, j'avoue que ça aide grandement aussi à ce que je le place dans cette petite vidéo recommandation. C'est un livre du coup de fantasy, une saga de fantasy, vous le savez, qui est très très cher à mon cœur, que j'aime énormément et vraiment c'est ma saga chouchou. Je la relis tous les ans tellement j'aime et tellement je suis accro à l'histoire, aux personnages, aux lieux, aux intrigues, à tout en fait, j'aime trop. Et c'est une histoire où nous allons suivre Fer, qui est une jeune humaine qui vit en fait, si vous voulez, à la frontière qui sépare le pays des faées du pays des mortels. C'est un mur invisible en fait qui sépare les deux suite à un traité de paix qui a eu il y a peut-être 500 ans de ça. Et depuis, les contacts ne sont pas autorisés entre les immortels et les mortels, sauf que, eh bien un jour Fer va partir chasser dans sa forêt, elle va abattre un énorme loup qui allait s'en prendre à la seule biche du coin alors qu'elle vit vraiment dans la misère et que c'est très compliqué pour sa famille et elle de se nourrir en fait tout simplement. Donc elle va l'abattre et en fait ce qu'elle ignore c'est que c'était un immortel qui s'était baladé sur les terres des mortels, voilà, et du coup elle va devoir rendre des comptes et un énorme monstre va faire son apparition chez elle, la kidnapper et lui dire bah du coup pour l'acte criminel que tu as commis, tu vas devoir être la prisonnière à la cour du printemps. Voilà, ça ce n'est que le début, le premier tome est très introductif. Beaucoup disent que c'est une espèce de réécriture de La Belle et la Bête, plus ou moins honnêtement, mais c'est très lointain et c'est tellement le début d'une saga héroïque de malade. Genre le premier tome pour moi c'est vraiment, allez, 10% de la saga, c'est vraiment Kutchi. Donc lancez-vous dans cette saga, le premier tome est très introductif comme je vous le disais, allez au moins jusqu'au tome 2 parce que le tome 2 c'est une pépite. Bien sûr que j'étais obligée de vous présenter Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid que j'ai découvert il y a 2 ans de ça et l'année dernière la série sur Prime est sortie et c'était vraiment une petite pépite. Je vous recommande autant le livre que la série parce que la série est très bien adaptée, j'ai trouvé ça vraiment génial, même les musiques et tout était super. C'est un livre en fait qui est très atypique parce qu'il est rédigé sous forme d'interview en fait et on va suivre du coup le groupe de rock'n'roll mythique des années 70, à savoir Daisy Jones and the Six, de sa création à leur séparation et pourquoi en fait ils se sont séparés. On a enfin la raison des décennies plus tard et c'est vraiment un livre très prenant. Pour le coup je suis pas forcément une grande fan en fait des livres qui parlent de musique etc, surtout du rock, c'est pas en plus ce que j'écoute au quotidien. Pour le coup j'ai totalement été prise dans ce livre, je vous l'ai dit c'est sous forme d'interview donc c'est très fluide, c'est hyper simple de s'imaginer en fait les scènes et en fait je l'ai lu en moins de 24 heures tellement j'ai adoré eh bien la plume de l'autrice, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages, c'est beaucoup d'émotions, je pensais pas m'attacher autant aux personnages, je pensais pas en fait avoir envie d'écouter les musiques en même temps de lire le livre en fait et je l'ai découvert 1 an avant la sortie de la série, mais quand j'ai regardé la série j'étais tellement heureuse d'avoir les musiques que je me suis écoutée en boucle l'année dernière tellement j'ai adoré et c'est exactement comme ça que je les imaginais. Donc là en fait dans le livre on comprend la conception de certaines paroles, de certaines chansons qu'ils ont écrites,
il y a une espèce de romance qui est assez compliquée, un peu tordue aussi. Enfin, franchement c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Ça parle de beaucoup de choses et je pense que c'est assez une réalité plus ou moins retranscrite de comment c'était l'industrie de la musique aux États-Unis, tout du moins, avec l'apparition du rock'n'roll en fait, de ces groupes qui ont commencé un petit peu à popper à droite à gauche, où la drogue était chose commune, l'alcool aussi. C'était des concerts qui étaient donnés, mais c'était un bordel monstre. Il n'y avait pas cette retenue qu'on a maintenant, où les mœurs, où on fait très attention, et c'était vraiment un récit sauvage, j'ai envie de dire. Mais tellement bien fait, tellement bien écrit, vraiment je vous le recommande. Je l'ai lu moi durant le printemps et c'est vrai que ça a été une très bonne lecture et du coup je l'associe maintenant au printemps, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de saison puisque ça se passe sur plusieurs années. Mais franchement, trop bien, je vous le recommande les yeux fermés. J'ai envie de vous parler d'une petite romance, et pas n'importe laquelle, une romance de Morgane Moncomble qui s'appelle Falling Again, qui a été une de mes favorites de ce qu'elle a écrit en fait. C'est un one shot, une romance trop kiki, trop mignonne, qui est grandement inspirée en fait des dramas coréens qu'on peut voir, ou même des webtoons en fait. On va suivre l'histoire de Fleur et de Aaron, qui sont deux personnages qui se rencontrent quand ils sont tout petits en fait. Aaron en fait est sur le point de se noyer et c'est Fleur qui va le sauver, et à partir de là une grande amitié va se lier entre les deux et ils vont se promettre un amour éternel. Ils vont d'ailleurs continuer à s'écrire etc, parce qu'ils habitent très loin l'un de l'autre en fait, donc ils vont avoir une relation épistolaire jusqu'à ce qu'un jour les lettres cessent, et 16 ans plus tard en fait nous allons les retrouver. Aaron lui est quelqu'un qui est devenu très froid, il est responsable dans une société de jeux vidéo en fait, alors que Fleur a gardé vraiment son innocence. C'est une écrivaine très romantique qui croit en l'amour comme jamais. En fait leurs caractères sont très opposés, ils sont vraiment différents mais vraiment aux extrêmes opposés. Et on peut dire que c'est vraiment une relation Grumpy Sunshine, et j'ai tellement aimé cette romance, c'était tellement kiki à souhait. Franchement je vous la recommande. Alors les romances de Morgane Moncomble sont de manière générale super, franchement vous pouvez les lire à toute saison. Bon là elle a fait une série qui s'appelle Season et il y en a un par saison, mais si je vous recommande celui-là principalement, c'est parce que il y a une ambiance dans ce livre là qui est je dirais pas légère, parce que il y a quand même un sujet dedans où je m'y attendais pas du tout, où j'ai été très surprise et j'étais là en mode ah ouais c'est chaud. Mais malgré tout la romance entre les deux personnages, elle est kiki, elle est doudou, elle est trop belle, et j'ai eu les larmes aux yeux plus d'une fois, et vraiment j'ai trop aimé leur relation. Je me suis trop attachée à eux, à leur manière d'être, à leur manière d'exprimer leurs émotions, leurs différences. Et alors comme je vous l'ai dit, il y a un truc dans le livre qui m'a un peu étonnée parce que je m'y attendais pas du tout, ce qui fait que je peux pas le qualifier de livre doudou étant donné certains messages véhiculés. Mais la romance les amis, la romance elle est trop mignonne. Franchement si vous aimez un peu les dramas coréens ou les webtoons, franchement vous allez tellement vous y retrouver dedans, c'est super. Et puis on est plongé aussi dans l'ambiance du jeu vidéo. J'ai bien vu que Morgane Moncomble a fait vraiment beaucoup de recherches par rapport à ça, mais comme tous ces livres qu'elle fait. Et pour moi voilà, c'est un livre, dévorez-le au printemps ou même en été. C'est un livre où il y a beaucoup de good vibes malgré tout, malgré certaines choses qui se passent. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le recommande. J'ai très envie de vous recommander une duologie qui est sortie chez Lumens il y a un petit moment maintenant, mais qui a vraiment su me charmer au plus haut point. Il s'agit de la saga Le Faiseur de rêves de Laini Taylor. C'est grâce à cette saga que j'ai découvert cette autrice. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir d'autres écrits d'elle, mais j'ai tellement aimé sa plume, mon dieu, j'ai tellement aimé cette saga. Alors les avis sont relativement mitigés parce que beaucoup disent qu'en fait dans le premier tome c'est très lent, il se passe pas grand chose, c'est long à se mettre en place. Moi j'ai quand même été subjuguée par l'univers dès le début. Nous allons suivre Laszlo en fait, qui est un jeune orphelin qui travaille dans une grande bibliothèque, et un jour dans sa ville eh bien on va recruter des grands chercheurs pour faire une expédition dans une cité qui est en plein milieu d'un désert, cité qui a très longtemps été pleine de richesses, de promesses, où beaucoup de choses étaient en abondance, et du jour au lendemain en fait tout s'est arrêté et tout le monde a oublié cette cité, au point d'oublier le nom de cette cité, et du coup les scientifiques veulent y aller
pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, essayer de voir pourquoi les gens ont oublié le nom de cette cité et essayer en fait, de comprendre les mystères qu'il y a autour de cette fameuse cité. Et Laszlo a très envie d'y aller parce que depuis qu'il est tout petit en fait, il est très intrigué par cette histoire, il a vraiment envie d'y aller, surtout qu'il rêve depuis très longtemps bien d'une espèce de déesse à la peau bleue, il rêve de son histoire, de ce qui lui est arrivé, etc. Et il se dit qu'il faut qu'il y aille. Il a sa place dans cette expédition et il a des réponses à trouver et il sent que son instinct le pousse à y aller. Donc forcément, il va réussir en fait à aller à l'expédition et de là va commencer en fait l'aventure de Laszlo. Il y a effectivement, c'est un certain nombre de pages, je sais plus de mémoire, d'introduction parce que l'univers est très vaste, très riche et il y a beaucoup de choses à comprendre en fait avant d'arriver dans cette fameuse cité. Surtout qu'on va suivre plusieurs points de vue, vous allez le voir en fait, mais j'en dis pas trop pour garder le plus de mystère possible. C'est une saga qui est très lyrique en fait, qui est très poétique. La plume est magnifique comme je vous l'ai dit et c'est vrai que moi j'ai été complètement transportée. J'imaginais très bien les paysages, j'imaginais très bien les personnages, les intrigues. Je savais pas du tout où l'autrice voulait nous emmener et j'ai pris un grand plaisir en fait à lire la duologie. Quand j'ai terminé d'ailleurs Le Faiseur de Rêves, ça a été un énorme coup de cœur. Je m'attendais pas en fait à ce genre d'histoire, c'est très atypique et je trouve que c'est ce qui fait la richesse de ce livre, c'est que c'est pas une histoire que vous allez retrouver facilement dans n'importe quelle romantasy, dans n'importe quel livre de fantasy. C'est très recherché, on voit que l'autrice a été très loin dans sa réflexion et je trouve que ça se ressent et que du coup ça nous emmène dans une histoire très palpitante en fait. Alors le début forcément met du temps, mais une fois que vous arrivez à la cité et que vous êtes dedans, c'est trop prenant quoi. C'est vraiment trop bien, il y a beaucoup de magie aussi, c'est un univers que j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. On s'y attend pas du tout, il y a beaucoup de choses qui sont des grandes surprises, surtout à la fin. Et puis dans le tome 2, on est de surprise en surprise, franchement c'est incroyable. Ce qu'on pensait savoir dans le tome 1 en fait c'était rien du tout. On en apprend finalement tout, beaucoup plus même dans le tome 2. Donc vraiment c'est une saga que je vous recommande. Je sais qu'elle ne fait pas l'unanimité, mais en tout cas pour moi elle a su me convaincre et j'espère que si jamais vous lui donnez une chance, eh bien elle saura aussi vous convaincre et que vous serez autant envoûté par la plume de Linny Taylor que moi. Il y a quelques années, Hachette a sorti un livre qui s'appelle Quand Dimple rencontre Rishi de Sandhya Menon que j'ai lu à sa sortie et que j'avais beaucoup aimé. Je sais que alors je sais plus si c'est une série ou un film qui a été adapté par rapport à ce livre là, je sais plus si c'est sur Netflix ou sur une autre plateforme, je l'ai pas regardé honnêtement, par contre je me suis vraiment seulement contentée du livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très good vibes, vraiment où j'ai été charmée pour beaucoup de raisons. J'ai trouvé que c'était kiki à souhait, vraiment trop mignon. Alors là on va être vraiment dans une ambiance très indienne en fait, puisque l'autrice est indienne. On est aux États-Unis en fait et Dimple est une jeune indienne qui vit avec ses parents et elle a de grands projets d'avenir, elle est très indépendante. Là elle est sur le point de rentrer à l'université en fait, je crois qu'elle veut de mémoire faire des études de médecine je crois, ou d'ingénieur, quelque chose comme ça. Et du coup elle est vraiment très heureuse dans sa vie jusqu'au jour où un garçon arrive. Elle est dans un Starbucks ou dans un café je sais plus et le mec il lui dit salut, voilà moi c'est Rishi et je suis ton futur mari. Alors du coup son premier réflexe ça va être de lui balancer son café dans la tronche en mode mais non mais va-t'en espèce de pervers dégoûtant, enfin tu vois, elle panique un peu. Et en fait il s'avère que sa famille a arrangé dans son dos un mariage et elle est complètement contre cette idée. Et Rishi lui est complètement subjugué par Dimple, forcément il tombe amoureux au premier regard et elle pas du tout. elle veut vivre sa vie, elle n'a pas envie d'un mariage et en fait tout le long du livre en fait elle va se battre contre ce mariage en disant que c'est à elle de choisir son futur mari, que elle est assez grande comme ça et que de toute manière là actuellement c'est pas sa priorité en fait, sa priorité c'est son avenir professionnel. Et on va la suivre durant tout ce livre là, mais on va suivre aussi forcément un petit peu eh bien Rishi qui est un garçon trop mignon. Et en fait il va pas la forcer à se marier, il va comprendre en fait qu'elle ne savait pas qu'ils étaient fiancés et du coup il va lui dire bah écoute moi je veux pas te forcer à quoi que ce soit, enfin moi je veux un mariage d'amour aussi, donc de base nos parents ont arrangé ce mariage mais si t'en veux pas il y a pas de souci, mais au moins apprenons à être amis et à nous connaître, tu vois, on peut tout simplement être amis. Donc en fait ils vont commencer par être amis même si au début elle a pas envie et en fait petit à petit eh bien
voilà, il va y avoir des petites émotions supplémentaires et j'ai trouvé que c'était vraiment très très mignon. J'ai beaucoup aimé aussi toutes les références hindoues qu'on pouvait avoir parce que c'est une culture que je connais pas forcément. J'ai lu certains livres hein, où il y avait des romances voilà, entre des Indiens, des Pakistanais, etc. Mais c'est vrai que c'est une culture qui m'est assez inconnue finalement, donc du coup je suis toujours contente de découvrir cette culture au travers des livres, surtout quand c'est écrit par des autrices qui sont concernées bien évidemment. Donc c'est une lecture très doudou, vraiment très sympa, une romance finalement assez kiki, donc je vous recommande de la découvrir. Nous parlions à l'instant de livres doudou et vous vous doutez bien que j'étais obligée de mettre La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup, que j'ai découvert grâce à ce livre là et mon Dieu, le livre parfait pour le printemps, vraiment je vous le recommande. Il est tellement beau ce livre, avec des tellement beaux messages, c'est incroyable. En fait c'est un livre où on va suivre Linus qui a une quarantaine d'années. Sur le papier c'est vrai que ça fait pas trop envie de suivre un quarantenaire, mais on est dans un univers un peu magique où en fait lui il travaille au ministère de la magie et il est censé en fait faire des vérifications dans les orphelinats magiques pour voir si les enfants sont bien traités, si leurs pouvoirs sont respectés, si leurs pouvoirs sont dangereux ou non en fait, et dans quelles limites est géré justement les fameux pouvoirs qu'ils ont. Et un jour Linus va être envoyé en fait sur une île très loin où il y a un orphelinat avec des cas un peu particuliers qui sont censés être des enfants assez dangereux du fait de leur pouvoir et de leur particularité. Et Linus il est pas trop rassuré en fait, il a un peu peur parce que personne n'y va, tout le monde redoute un petit peu cet orphelinat, mais il est obligé d'aller faire un contrôle pour voir si tout va bien. Et il est terrifié à l'idée d'y aller, mais il va prendre son courage à deux mains. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans l'histoire c'est que quand on commence le livre, Linus il a une vie qui est très triste, qui est très grise en fait. C'est tellement, c'est un peu cliché à dire, mais c'est vraiment métro, dodo, boulot en fait. C'est ça, c'est tout le temps ça. Il a pas d'amis, il a pas de personne dans sa vie auquel il est attaché à part son animal de compagnie, mais sinon vraiment il a une vie triste et solitaire, il a que son travail en fait. Et quand il va arriver sur cette île, la vie va se colorer pour lui parce que il va découvrir vraiment des enfants absolument fantastiques, géniaux, et surtout il va faire la découverte d'Arthur qui est le directeur de l'orphelinat et qui est un personnage très atypique qui est comment je pourrais vous dire ça, qui est très particulier mais qui voit la vie sous plein de facettes différentes et qui ouvre un peu les yeux de Linus. Et entre les deux, eh bien, il va y avoir des sentiments naissants. C'est un livre magnifique, mais vraiment magnifique. Je pense que c'est impossible de rester insensible à cette histoire et de ne pas se sentir bien dans cet univers. C'est tellement doudou, je vous assure, c'est vraiment le livre le plus doudou qui m'ait été donné de lire. Pourtant j'en ai lu quand même certains, il y en a certains dans ma liste, mais celui-là c'est le number one quoi. Vraiment j'ai tellement aimé, ça m'a ému aux tripes et c'est beau, c'est une très belle histoire, vraiment une très belle histoire. Et si vous avez envie de good vibes, de livres avec des beaux messages où il se passe pas forcément grand chose, c'est vrai que c'est pas un livre bourré d'action, mais où on ne s'ennuie pas malgré tout. C'est quand même fou, c'est la force je trouve des livres de T.J. Klune, c'est qu'on ne s'ennuie pas en fait. Il arrive à capter notre attention jusqu'au bout du livre et il y a des petites intrigues, des petites histoires, mais c'est pas ça qui peut définir le livre comme un grand livre d'aventure ou de découverte, bourré d'intrigues, de complots, mais c'est fluide et c'est très addictif aussi, je pourrais pas vous l'expliquer en fait. On a envie de savoir ce qui va se passer pour Linus, on a envie de savoir ce qui va se passer pour les enfants, on a envie de savoir ce qui va se passer avec Arthur. Donc vraiment je vous le recommande, c'est un livre parfait pour le printemps, mais vraiment parfait. Donc je vous le recommande les yeux fermés et j'espère que vous l'aimerez autant que moi. Regardez-moi cette très belle couverture qui est jaune, qui est éclatante, qui est pimpante. Forcément c'est un livre printemps. Ah oui, printemps ou été, vous avez vu cette couleur? On ne peut pas lire ce livre en hiver, c'est impossible. Non, en vrai vous pouvez le lire quand vous voulez parce qu'il est vraiment super, mais je vous le recommande au printemps parce que c'est une romance trop mignonne, trop kiki, trop bien, trop choubidoua. La suite arrive en juin. C'est une trilogie de base, mais après il y a 2 autres tomes qui se passent un peu après si je comprends, mais de base c'est une trilogie et c'est trop drôle. C'est vraiment un livre avec beaucoup d'humour, où il y a des romances qui vont vous donner des papillons dans le ventre. Vraiment je vous assure, je vous ai déjà parlé de ce livre plusieurs fois et si je le mets autant en avant sur ma chaîne, ce n'est pas pour rien, c'est parce que vraiment il en vaut le coup. Il est super.
il est vraiment super. J'ai lu beaucoup de livres un peu adolescents, romances adolescentes qui sont plutôt sympas mais qui se cassent pas trois pattes à un canard. Celui-là c'est un des meilleurs que j'ai lu, mais vraiment je n'exagère pas. Et en plus, chose très étonnante, si vous me connaissez, il y a un triangle amoureux. Je déteste les triangles amoureux. Et bah là, c'est passé comme une lettre à la poste parce que c'est tellement bien fait. Il y a tellement de choses trop bien dans ce livre. D'ailleurs j'ai trop envie de le relire parce que le tome 2 va sortir, mais bon, je suis en hésitation. En fait, on va suivre Ashley, donc Ash, qui est amoureuse folle, mais vraiment folle amoureuse depuis des années, de Tyler. Voilà, elle a échangé son premier baiser avec Tyler quand elle était plus jeune et depuis elle est dingue de ce garçon qui est un garçon populaire au lycée et tout le monde sait que Ashley est amoureuse de Tyler. Tout le monde, même Tyler lui-même le sait en fait et du coup il la calcule pas plus que ça. Voilà, ils se sont embrassés quand ils avaient 13 ou 14 ans, maintenant ciao quoi. Et un jour en fait Cameron, le meilleur ami de Tyler, va venir la trouver en lui disant voilà Ashley, je sais que t'es amoureuse de Tyler, je sais que tu désespères à l'idée qu'il te donne de l'attention et qu'il sorte avec toi. Moi, je peux t'aider à faire en sorte qu'il sorte avec toi et qu'il soit amoureux de toi. Parce qu'en fait, il a une nouvelle petite copine, Tyler, et Cameron déteste cette nouvelle copine. Il trouve que c'est une sorcière, qu'elle est méchante, qu'elle est vraiment pas gentille du tout. Elle a plein de principes vraiment bizarres. Enfin bref, elle se met un peu entre leur amitié. Cameron, ça lui plaît pas trop, il est un peu inquiet pour Tyler. Et du coup, il dit, bah, on a un accord. Moi, je t'aide à séduire Tyler, et comme ça, toi, tu me débarrasses de cette espèce de sorcière qui sort avec lui. Au début, Ashley, elle va être un peu en mode, c'est un peu bizarre quand même de faire ça. Enfin, je sais pas, c'est pas très naturel. En plus, ça va me mettre un peu en porte-à-faux, machin, etc. Et puis finalement, elle craque, elle accepte, grâce à Cameron qui est très convaincant. Et là, ils vont se retrouver dans des situations super cocasses. Elle va se transformer en fille un peu inaccessible pour lui. Et c'est trop drôle parce que c'est pas du tout son caractère. En fait, elle est raide dingue de lui. Si jamais le mec lui demandait son cœur, elle l'arracherait, elle lui donnerait. Mais elle fait trop la meuf un peu... Non, mais... Ne me parle pas Tyler, je suis occupée. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire, elle fait un peu la meuf inaccessible et tout. Et dans sa tête, on est dans sa tête et elle est en souffrance. Et c'est tellement drôle et il y a des situations vraiment mais loufoques au possible. Et après, bah forcément, un triangle amoureux va arriver parce que bah, Cameron, finalement, va mettre un petit peu le désordre dans les sentiments d'Ashley. Et c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. J'adore ce livre. J'ai trop hâte d'avoir la suite. C'est vraiment un livre que je ne peux que vous recommander. Toutes les copines qui l'ont lu ont eu des coups de cœur. Donc c'est pour vous dire que c'est pas du cheaté, c'est vraiment un livre trop bien, addictif, fluide, qui se lit vite et vraiment avec une histoire trop stylée quoi. Donc je vous la recommande mais les yeux fermés. Je ne sais pas pour vous, mais moi depuis quelques temps, je dois admettre qu'au printemps, j'aime beaucoup lire de la fantaisie asiatique. Je trouve que ça se prête vachement bien en fait au printemps. Alors c'est un peu dans ma tête, hein. En ça vous pouvez lire de la fantaisie asiatique quand vous voulez. Mais moi je trouve qu'avec le printemps ça se marie plutôt bien. Je ne sais pas pourquoi j'associe en fait fantaisie asiatique et printemps ensemble. Je sais pas. Du coup forcément j'en ai une à vous recommander que j'ai lu l'année dernière. À savoir Six couronnes écarlates de Elizabeth Lim. La suite d'ailleurs est sortie le mois dernier. Je ne l'ai pas encore lu mais je l'ai reçue. Mais bref. C'est une histoire du coup où nous allons suivre Shiori qui est une princesse, c'est la dernière princesse. Alors il faut savoir qu'elle a que des frères aînés, donc de l'empereur, et du coup vu que c'est la seule fille, elle a des petites dernières en plus, c'est un peu la petite protégée, voilà, c'est une princesse un peu gâtée en plus. Et c'est un univers où la magie est proscrite et interdite, et un jour en fait sa belle-mère, avec qui elle n'a pas forcément de très bonnes relations, eh bien elle va voir que sa belle-mère utilise la magie, et du coup elle va être terrifiée par cette révélation. Elle va en informer ses frères qui vont essayer du coup bien de comprendre ce qui se passe, et quand ils vont la voir faire de la magie ils vont essayer de l'attaquer, etc. Et du coup là, boum, malédiction. Shiori, elle, va être envoyée à l'autre bout du continent et les frères de Shiori vont être transformés en grues, et si jamais Shiori parle en fait, dit un mot, et bien un de ses frères meurt en fait. Pour chaque mot qu'elle dit, et bien ses frères peuvent mourir. Du coup, et bien elle va se transformer en muette, elle ne pourra pas dire qui elle est, elle ne pourra pas dire son identité, elle ne pourra pas non plus l'écrire et raconter ce qui s'est passé, parce que du coup, elle a une malédiction en fait qui fait que si elle essaie d'en parler ou si elle essaie de l'écrire ou autre, et bien en fait, c'est bloqué, elle ne peut pas.
Donc c'est très compliqué pour elle, et vu qu'elle va se retrouver à l'autre bout du pays, tout le monde va la prendre pour une pauvre mendiante en fait. Donc en plus elle va devoir vraiment essayer de gagner sa vie, de faire en sorte de pas vivre dans la souffrance, et en plus elle va devoir retrouver ses frères pour rompre la malédiction. Mais c'est bien plus compliqué que ça, surtout que dans l'histoire il y a aussi un prince, n'est-ce pas? Sinon ça serait pas drôle. Un prince qu'elle était censée normalement épouser, et du coup voilà, il y a toute une histoire, c'est toute une quête, et c'est une très très belle histoire, c'est très bien écrit, j'ai adoré cette histoire, je me suis pas du tout ennuyée, et je suis très curieuse en fait d'avoir la suite, parce que on a aussi des dragons dans cette histoire. Alors les dragons sont très peu, comment dire, cités. Disons qu'elle est amie avec un dragon au début du livre, et on le voit en pointillé, et le tome 2 va plus porter sur justement cette histoire avec les dragons et tout, et j'ai très hâte en fait de savoir comment ça va tourner cette histoire pour notre pauvre petite Shiori. Donc voilà, j'ai très hâte de voir, et vraiment j'ai beaucoup aimé cette histoire, et je vous la recommande. Après il y en a d'autres qui sont sortis, parce que je sais pas pourquoi d'un coup en France la fantasy asiatique d'un coup a fait un gros boom, surtout l'année dernière. Il y en a énormément de livres qui sont sortis, mais de tous ceux que j'ai lus, c'est celui-là mon préféré, et en plus il est sublime, voilà, disons-le clairement, il est sublime. Il y a un petit jaspage sur la version reliée, voilà, une beauté. Nous arrivons au dernier livre, alors c'est pour ça que j'avais dit 9,5. En fait il s'agit des livres de Ali Hazelwood. Alors moi, celui que j'avais envie de vous recommander, c'était surtout Love Hypothesis, parce que c'est mon préféré, mais Love on the Brain bien sûr fait l'affaire. Il faut savoir qu'en plus au mois de mai il y a un autre tome de Ali Hazelwood qui va sortir, une autre histoire qui s'appelle Love Theoretically. Je sais que la couverture est jaune en relié. De toute façon je vous en parle dans ma vidéo des sorties qui me tentent le plus, je vous remets la vidéo juste ici, n'hésitez pas à aller voir. Et du coup j'avais envie de vous parler de ces livres là, mais je vais me concentrer quand même sur The Love Hypothesis, parce que c'est vraiment mon petit livre chouchou. Et j'ai découvert en fait l'autrice l'année dernière sur un coup de tête. En fait c'est grâce à mon amie Émilie qui tient la chaîne La Bibliothèque d'Emilia, je vous remets sa chaîne dans la barre d'infos. Elle avait fait un point lecture en fait, et elle parlait de The Love Hypothesis, et elle m'a trop donné envie en fait. Je l'avais dans ma palle et je me suis dit vas-y je vais le sortir. Elle a dit que c'était trop bien, addictif, machin, etc. Et je l'ai lu en une soirée. J'ai tellement aimé que je l'ai lu en une soirée. Surtout qu'en fait The Love Hypothesis, la particularité qu'il a, c'est que pour les fans de Star Wars, sachez-le, l'autrice est fan du couple Reylo, donc à savoir Kylo Ren et Rey en fait dans la dernière trilogie de Star Wars, ce qui est aussi mon cas. Et en fait elle s'est inspirée des acteurs pour écrire l'histoire. Donc forcément moi dans ma tête c'était Adam Driver et Daisy Ridley que je voyais du coup dans les personnages, et du coup bah forcément ça a trop matché et l'histoire est trop bien. Alors il faut savoir que Ali Hazelwood en fait elle écrit des romances dans les milieux un peu scientifiques, parce que de base elle était dans ce milieu là, et à chaque fois elle dénonce pas mal de choses. Dans celui-là elle dénonce notamment pas les agressions sexuelles, mais les comportements très limites de certains hommes en fait envers les femmes, sous prétexte qu'il y en a très peu, et du fait que du coup ils profitent en fait un petit peu de leur supériorité masculine pour se permettre des choses très osées et très limites. Et dans celui-là on va être aussi sur une sorte d'inégalité salariale, de traitement, etc. Et c'est des sujets qui reviennent très souvent, parce qu'il y a très peu de femmes finalement dans le milieu scientifique, et le peu de femmes qu'il peut y avoir, elles ne sont pas traitées de manière égalitaire face aux hommes, que ce soit par rapport à leur salaire, à leur poste, aussi au sérieux qu'on leur accorde, parce que ce sont des femmes. C'est un milieu qui est très sexiste, et du coup elle le dénonce dans ses livres parce qu'elle l'a vécu en plus. Donc je trouve que c'est vraiment très important, et c'est des sujets qui sont super, et en plus moi je m'y connais pas forcément en milieu scientifique, c'est pas du tout mon truc, et du coup elle nous apprend quand même pas mal de choses je trouve. Alors après elle va pas non plus dans le détail, mais voilà, là ça se passe quand même à la NASA, et là c'est dans une université en fait où lui est prof et elle en fait est élève, mais enfin ils ont quelques années d'écart mais pas grand chose, et là ça va être du coup une fausse relation amoureuse, et là ça va être un enemies to lover, et vraiment les deux livres ont été super. Bon celui-là restera toujours mon préféré mais je vous les recommande, ils sont toujours pimpants. C'est des romances qui se lisent hyper vite, qui sont trop fluides, il se passe tellement de trucs dans les romances et tout, franchement c'est
C'est trop bien et puis elle a plein de références geeks en fait. Donc si vous aimez Star Wars, si vous aimez le Seigneur des Anneaux, si vous aimez les jeux vidéo, voilà, franchement elle a plein de références super je trouve. Donc j'adore ces univers à chaque fois, ça me plaît trop. Donc voilà, donc c'est des livres que je vous recommande. J'ai trop hâte de lire le dernier là qui va sortir le 2 mai je crois. Donc trop hâte. En plus la couverture est trop belle, c'est jaune donc ça va trop se matcher. Enfin bon bref. J'ai hâte. Voilà du coup pour ma vidéo recommandation printanière. N'hésitez pas à me faire des recommandations vous aussi parce que je suis toujours très curieuse. Quel livre vous fait penser au printemps et vous avez aimé le lire au printemps ou vous avez envie de le lire au printemps ou vous aimeriez le lire au printemps peut-être, je sais pas trop. N'hésitez pas à me faire des recommandations du coup dans les commentaires, je serai ravie d'échanger avec vous et de voir les livres qui pourraient du coup être sortis de ma pile à lire au moment du printemps. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!